Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On va plus loin. Au menu ce soir, notre grand débat sera consacré au défi de la radicalisation dans les prisons. Des blocages de prisons ont eu lieu toute la journée au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Un détenu radicalisé a agressé 2 surveillants de prison. Une nouvelle attaque qui a mis au jour des failles dans la sécurité des prisons et qui interroge sur la gestion de ces détenus radicalisés. Un match des idées à tonalité économique ce soir entre Thierry Fabre, éditorialiste à Challenge, et Sophie Fay, grand reporter à l'Obs. Nous parlerons de la taxe GAFA présentée ce matin au Conseil des ministres par Bruno Le Maire. Objectif, faire payer les géants du numérique comme Google, Facebook ou Apple. Mais faute d'accord européen, la France doit se contenter d'une taxe nationale. Est-on plus dans le symbole que dans l'efficacité? On en parle dans ce match des idées. Et puis l'entretien du jour sera consacré au grand débat. La sortie approche, elle est fixée au 15 mars. Mais comment en sortir? C'est toute la question. Alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont déjeuné avec Richard Ferrand et Gérard Larcher pour faire un point. On en parle dans quelques instants avec l'un des garants de ce grand débat, Pascal Perrineau. Mais juste avant, nous allons faire un point sur les prochaines étapes du calendrier de ce grand débat avec Jordan Klimpf. 1 million de contributions en ligne et près de 9000 réunions publiques dans toute la France. Si les craintes d'un échec du grand débat étaient fortes, les chiffres officiels prouvent le contraire. Les Français se sont mobilisés en masse, comme Emmanuel Macron, qui lui aussi n'a pas hésité à mouiller la chemise. C'est le seul moyen. Mais désormais, à une semaine de la fin du grand débat fixé le 15 mars, l'heure est au bilan, mais aussi à la synthèse. Pour analyser les différentes contributions, la société privée Opinionway a été choisie par l'exécutif. Elle s'appuiera sur des outils informatiques pour décrypter et analyser les doléances des Français. Ces dernières seront ensuite entièrement disponibles à la lecture en ligne début avril. La phase 2 du grand débat commence, elle, dès le 11 mars. 4 conférences thématiques nationales vont être organisées. Seules les associations et les partenaires sociaux pourront y participer sur les thèmes de l'écologie, la citoyenneté, la dépense publique ou l'organisation de l'État. Des travaux qui viendront alimenter les réflexions des personnes tirées au sort dans les conférences citoyennes régionales. Elles se tiendront durant la deuxième quinzaine de mars. Elles permettront de faire remonter des doléances plus synthétiques. Le gouvernement aura alors toutes les cartes en main pour faire des propositions de réforme issues du grand débat national. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes l'un des 5 garants de ce grand débat. Alors on va parler de ce calendrier, de la sortie de ce grand débat. Mais avant, on a envie d'avoir votre impression personnelle. Vous avez forcément participé à de nombreux grands débats. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont les Français se sont emparés d'un processus qui, au début, ça commence le 15 janvier, s'inventait tous les jours. C'est une institution que la France n'avait jamais connue, qui s'est mise en place avec ce grand débat et qu'aucun pays dans le monde, d'ailleurs, n'a connu à cette échelle sur une durée de 2 mois. Donc, les Français auraient pu se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» et s'en retirer. Au contraire, ils ont été attirés, ils sont rentrés dans cette dynamique et ils en ont fait, ça n'est pas un processus parfait, mais ils en ont fait un succès. Quand on regarde presque 1,5 million de contributions, en ce moment, on est en train d'organiser la remontée des cahiers de doléances ou des cahiers citoyens. On arrive à 16 000 remontées. Vous vous rendez compte, il y a en France 36 000 communes, donc on est au-delà du tiers des communes dans lesquelles il y a eu une consultation de ce type. Donc c'est ça qui m'a frappé. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'on a rencontré dans ces réunions d'intérêt local, dans les contributions que la mission du grand débat national reçoit, eh bien, on a rencontré des gens qui prenaient la parole parfois pour la première fois. C'est ce que j'ai appelé les primo-parlants. Vous savez, parce que d'habitude, dans les débats, eh bien, ce sont des professionnels du débat qui sont là, sont les militants, les associatifs, etc. Et là, dans de très nombreux endroits, particulièrement dans les petites villes, dans les zones aux confins du monde rural et du monde urbain, on avait des gens qu'on n'avait jamais vus. D'ailleurs, les maires, très souvent, qui étaient là, qui prenaient parfois l'initiative de ces débats, disaient parfois, mais ce sont des citoyens qu'on n'a jamais vus. Donc c'est un débat utile pour la démocratie française. C'est un débat, bien sûr. C'est un débat utile pour la démocratie française. On avait bien vu qu'il y avait, avec le mouvement des Gilets jaunes, une prise de parole dans la rue d'un nouveau type. Et dans le grand débat, quelque part, cette originalité s'est prolongée.
Alors, on vient de voir le calendrier des prochaines grandes étapes, puisque maintenant on se dirige vers la sortie fixée au 15 mars. Et on a besoin d'avoir quelques éclaircissements sur cette sortie du débat. Il y a d'abord des conférences nationales qui sont prévues les 11 et 13 mars. Elles réuniront les corps intermédiaires. C'est bien ça? Quel est le but? D'entendre les propositions des corps intermédiaires? Voilà, vous voyez bien que pendant 2 mois, ça va se terminer le 15 mars, c'est un processus de démocratie participative à laquelle on a assisté. De la participation, de l'expression, parfois l'ébauche de solutions par les citoyens de base. Et à un moment, bien sûr, il faut faire revenir dans le jeu les représentants syndicaux, les représentants, à savoir les assemblées élues, les pouvoirs locaux, le tissu associatif. Et au fond, ces conférences nationales, les 4 conférences nationales thématiques qui vont avoir lieu à partir de lundi prochain, et puis mercredi de la semaine prochaine, c'est la première étape du retour du monde de la représentation qui a été parfois un peu chahuté, un peu contesté dans ce moment de grand débat. Mais c'est aussi le retour en force des corps intermédiaires dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et à la fin des fins, si vous voulez, c'est le moment où la démocratie participative doit s'articuler à la démocratie représentative. Parce que les hommes et les femmes que nous avons élus au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans d'autres instances, les collectivités locales, à la fin des fins, ce sont des assemblées qui ont la légitimité pour décider. Donc c'est le moment où la démocratie participative va laisser la place à la démocratie représentative. Alors, il y aura des conférences nationales et puis ensuite, il y aura des conférences régionales à laquelle, cette fois, participeront des citoyens tirés au sort. Est-ce que tout le monde a une chance d'être tiré au sort ou est-ce qu'il faut avoir participé à des grands débats? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non, non, tout à fait. Tout le monde peut être tiré au sort. C'est une méthode, comme on dit, entièrement aléatoire. D'ailleurs, il y a eu un débat et les grands garants que nous sommes, on est intervenus. Au début, l'idée, c'était de tirer au hasard sur les listes électorales. Et puis on s'est dit, attention, les citoyens français, il y en a une partie importante, environ 4 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. On ne peut pas les exclure du débat. Et donc, c'est une méthode d'itération à partir de numéros de téléphone tirés au hasard. Donc, tout le monde pouvait participer à ce tirage au sort. Donc, c'est-à-dire que des numéros de téléphone vont être créés au hasard. Sont créés au hasard. On vous appelez le numéro et vous êtes tiré au sort. Et ensuite, on vous demande si vous avez la volonté ou non de participer, etc. Et vous pouvez refuser. Et vous pouvez bien sûr tout à fait refuser. Qu'est-ce que vous attendez des remontées de ces citoyens? Alors, ces conférences citoyennes régionales, elles sont très importantes parce qu'au fond, pour simplifier, dans le débat qui a eu lieu depuis 2 mois sur les sites du grand débat national, sur le terrain local, il y a très souvent une fonction expressive du débat. Les gens étaient là pour exprimer leurs inquiétudes, leurs ébauches de solutions, leurs angoisses, leurs perspectives pour le pays. Et puis, il y a la nécessité maintenant de rentrer dans une phase plus délibérative. Donc, dans cette dizaine de conférences citoyennes régionales, il y en aura également en Outre-mer, dans ces assemblées, ça va se passer sur 1 jour et demi. Et sur 1 jour et demi, on va dépasser la fonction expressive du débat. On va demander à ces citoyens tirés au sort, dans chaque région, ils seront environ une centaine, de rentrer dans une véritable délibération, de s'écouter les uns les autres sur les objets sur lesquels ils auront choisi de débattre et d'arriver à des solutions. C'est-à-dire, vous voyez, on passe de l'expression à la délibération. Et les citoyens qui se sont exprimés depuis le 15 janvier, ils ont fait des propositions. Comment vont-elles être remontées? De quelle manière vous allez les remonter, ces propositions? Alors, le processus est en cours. La mission du grand débat et le gouvernement ont choisi 2 prestataires. Pour tout ce qui est sur le site du grand débat, c'est l'Institut Opinionway avec la société QWAM qui va s'occuper de traiter ces données. Mais parce que ce sont des données qui sont sur le site, elles sont numérisées. Mais il y a toutes les propositions seront remontées? Toutes les propositions, absolument toutes. Nous avons été très attachés, les garants, à dire il faut être exhaustif. Et puis il y a tout le reste. Et le reste, c'est énorme. Les cahiers de doléances ou les cahiers citoyens dans les mairies, les stands de proximité ouverts dans les gares ou dans les postes, la spontanéité aussi. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers de contributions qui arrivent comme ça à la mission du grand débat national. Il y en a certains même qu'on renvoie à nous, garants. Et bien sûr, on les renvoie à la mission du grand débat national. Tout ça est en train d'être numérisé afin d'être exploité.
Et tout sera exploité. Donc c'est la Bibliothèque nationale de France qui numérise jour et nuit avec ses prestataires tout cet ensemble de documents. Et ensuite, ces documents vont être traités par Roland Berger, Bluenove et la société Cognito qui vont traiter cet ensemble gigantesque de données pour savoir quels sont les thèmes dominants, comment ça s'articule ces thèmes dominants à des sous-thèmes, est-ce qu'il y a des ébauches de solutions proposées par les Français? Et donc, allez, fin mars, début avril, les politiques, le monde de la représentation politique aura les cartes en main. Quelles seront ces cartes? C'est de savoir, le gouvernement et Emmanuel Macron. Le gouvernement, Emmanuel Macron, le Sénat, l'Assemblée nationale, toutes les collectivités territoriales aussi qui sont très interpellées dans ce processus de débat. La France est une république décentralisée, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est cet ensemble, c'est tout ce monde de la représentation politique qui sera interpellé et qui aura au fond sous ses yeux ce que les Français ont en tête, les Français qui ont participé bien sûr au débat, ce qu'ils ont en tête, les ébauches de solutions qu'ils préconisent. Et à partir de ça, on verra dans quelle mesure ce monde politique répondra à tout parti. Il répondra bien sûr. Et c'est toute la question, Pascal Perrineau. Est-ce que c'est une sortie politiquement risquée pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement? Est-ce que finalement les déceptions sont inévitables? Les déceptions sont toujours inévitables dans la vie, mais ce qui est important, c'est le ratio entre les déceptions et les satisfactions. Et il faut espérer qu'il y aura tout de même certaines satisfactions pour les Français qui auront participé à ce débat et qui auront l'impression, sur certains points, d'être entendus. Mais bien sûr, c'est pas... Quelles assurances vous avez, vous, en tant que garant, que le chef de l'État, il entendra les propositions des Français? Nous sommes des observateurs. Nous n'avons pas de fonction décisionnaire. Le grand débat va se terminer, nous nous retirons. Et ensuite, nous redeviendrons des citoyens qui porteront un jugement sur la qualité de la réponse apportée par Emmanuel Macron, par le Premier ministre, par le gouvernement, par les assemblées, qu'elles soient locales ou nationales. Et vous n'avez aucune assurance que les propositions remontées seront suivies des faits? J'ai un sentiment, j'ai une impression. Si vous voulez, la réussite de ce grand débat oblige ceux qui l'ont initié. Et parmi ceux qui l'ont initié, il y a tout de même un homme tout à fait important, c'est le président de la République. Et le président de la République, on le voit d'ailleurs dans ses réactions depuis quelques jours et même quelques semaines, se sentira tout de même un peu obligé par la qualité de la participation démocratique des Français qui ont participé en masse à cette affaire. Merci beaucoup, Pascal Perrineau, pour votre éclairage précieux. Merci d'avoir été là et nous suivrons bien sûr les suites de ce grand débat. Et on continue notre émission avec le match des idées. Il oppose ce soir Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge, à Sophie Fay, grand reporter à l'Obs. Un match à tonalité économique. Nous allons notamment revenir sur la taxe GAFA, présentée ce matin en Conseil des ministres par Bruno Le Maire. Son objectif, faire payer les géants du numérique. Les explications de Léa Doplé. Obliger les géants d'Internet à payer plus d'impôts en France, c'est l'objectif de Bruno Le Maire avec la taxe GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, au total une trentaine d'entreprises majoritairement américaines seraient concernées. Gain espéré pour l'État, 400 millions d'euros pour 2019, 650 millions dès 2022 et une fiscalité plus juste pour le ministre de l'économie. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises du numérique, celles qui font le plus de profit, payent 14 points d'impôt en moins que n'importe quelle autre entreprise en France. Que ce soit une PME, une TPE, commerçant, un artisan, ils payent 14 points d'impôt de plus que les géants du numérique. Donc cette situation n'est pas tenable. Mais pas question de taxer les petites start-up françaises. Dans le viseur de Bercy, les entreprises avec un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros dans le monde et 25 millions d'euros en France. Leurs activités numériques, comme la publicité, la vente de données ou l'intermédiation, seront taxés à hauteur de 3%. En 2017, le sénateur communiste Éric Bocquet avait proposé un amendement pour taxer ces grandes entreprises. Il critique aujourd'hui une mesure qui ne va pas assez loin. Aujourd'hui, annoncer 500 millions de produits d'impôts avec cette taxe GAFA, on est très très loin du compte. Le chiffre d'affaires des GAFA en France est environ de 13 milliards d'euros. Donc 500 millions d'impôts pour 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je ne vois pas beaucoup de justice fiscale là-dedans. Pour lui, sans une politique européenne commune, impossible de faire payer les GAFA. Mais Bruno Le Maire espère que cette première étape pourrait inspirer les pays voisins et vise un accord d'ici 2020 au sein de l'OCDE.
Et pour ce match des idées, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Fabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Challenge. On va voir la une de Challenge cette semaine consacrée à Israël, le modèle mondial de la tech, et puis également une partie sur le grand débat, ce que le grand débat peut changer, c'est-à-dire dans Challenge. Et Sophie Fay, bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs, l'Obs qui est notre partenaire dans On va plus loin le mercredi. On va voir bien sûr votre une consacrée à l'Algérie, l'Algérie au cœur de la révolte. Grand dossier cette semaine dans l'Obs. Alors on a vu, Bruno Le Maire a présenté ce matin son projet de taxation des GAFA en Conseil des ministres. Une taxe qui doit rapporter 400 millions d'euros cette année, a dit Bruno Le Maire, 650 millions à l'horizon 2022. Est-ce que pour des entreprises qui font des milliards de profits, on est plus dans la taxe symbolique que dans la taxe efficace ? Alors d'abord, je crois qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que cette taxe, elle est franco-française et c'est assez désespérant d'en arriver là. C'est-à-dire que depuis 2 ans, Bruno Le Maire essaye de convaincre ses homologues européens pour faire une taxe au niveau de l'Union européenne, parce que c'est à ce niveau, c'est à ce marché, à cette échelle de marché qu'on peut taxer ces multinationales. Malgré ces grands discours, ces pressions où il avait mis ses homologues face à leurs responsabilités en disant si on ne fait rien, vous allez voir, ça va pousser les populistes au pouvoir, eh bien il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que dans l'Union européenne, certains pays, comme l'Irlande, 4 particulièrement, oui, on peut 4, les citer, alors, l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande qui font c'est ça. particulièrement Donc, blocage à cette les Nordiques taxe. sont très opposés à la taxe GAFA parce qu'ils ont des data centers, des GAFA sur leur sol, donc il y a un conflit d'intérêts. Et l'Irlande, c'est le paradis fiscal par excellence où les GAFA délocalisent leurs profits. Et donc, ils sont opposés. Et parce qu'il y a une règle d'unanimité fiscale, on n'a pas pu mettre en place une taxe européenne. C'est quand même un point à souligner, c'est-à-dire que par rapport au grand projet d'Emmanuel Macron de changer l'Europe, sur la fiscalité, c'était un grand chantier, et là, c'est l'échec. Alors ensuite, on peut discuter de la taxe française et dire qu'elle n'est pas assez élevée. Mais si vous voulez, moi je tiens à souligner d'abord le premier point, c'est l'échec européen après 2 ans de pourparlers menés par notre ministre de l'économie. Un échec qu'on ne peut que déplorer, Sophie Fay, cette incapacité de l'Union européenne à se mettre d'accord sur un tel sujet. Oui et non. En fait, la justification des autres pays européens, en particulier de l'Allemagne, qui avait accepté une taxe, mais vraiment du bout des lèvres et à minima, et à reculons, c'est de dire que c'est même plus un problème européen, que c'est un problème mondial, et que ça doit se traiter non pas au niveau de l'Europe, mais au niveau de l'OCDE. Vous savez, cette organisation qui coordonne la politique des pays les plus avancés, et elle a déjà réussi à mettre autour de la table 127 pays pour qu'ils signent un accord, pour qu'ils acceptent de revoir les bases fiscales pour qu'on puisse arriver à un vrai impôt, c'est-à-dire à une vraie définition de ce qui est la matière taxable pour ces géants du numérique. Vous savez qu'on taxe une entreprise en fonction de son établissement, de l'endroit où elle est physiquement présente. Là, comme ce sont des données, comme c'est un flux qui n'est pas matériellement identifié, on ne sait pas où il est localisé. D'où cette flexibilité qu'ils ont dans la localisation de leurs impôts. Et donc, ils voulaient qu'on arrive, l'OCDE veut qu'on arrive à une définition globale. Et donc, c'est le travail qui va être fait. Parce que les Américains ont ouvert la porte la semaine dernière à un accord mondial. Est-ce qu'on peut voir cet accord ? Est-ce que cet accord peut voir le jour d'ici à la fin de l'année ? D'ici à la fin de l'année, certainement pas. Ça va prendre du temps. Et puis, même du point de vue de la France ou d'autres pays européens, il faut qu'on regarde aussi comment ça va impacter comment ça va modifier la base fiscale française, parce que l'idée de cette approche, c'est de taxer tout le monde sur le chiffre d'affaires là où il est effectivement produit, et donc ça peut provoquer des transferts assez importants selon les secteurs. Sophie a raison, mais c'est-à-dire, c'est vrai que la taxe au niveau européen, ce n'était pas une taxe très intelligente, puisque c'est une taxe sur le chiffre d'affaires qui devait être de 5%. Et donc, taxer le chiffre d'affaires, c'est un peu absurde. Une entreprise faut taxer ses profits. Mais on avait mis en place cette taxe en attendant, en disant, il y a une telle délocalisation des profits de ces géants du numérique qu'au moins, essayons de les taxer un minimum sur leur chiffre d'affaires, en attendant effectivement ce grand projet de l'OCDE qui vise, lui, à remettre à plat toutes les règles fiscales pour s'adapter à l'économie numérique. Sauf que ça va prendre des années. Et est-ce qu'on va attendre des années encore avant de pouvoir vraiment taxer ces géants du numérique ? Et c'est ça qui est désespérant, c'est que même si cette taxe était imparfaite, elle aurait pu au moins mettre une pression supplémentaire au niveau européen sur ces géants de la tech. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Cette taxe française commence à susciter beaucoup de protestations d'entreprises du numérique qui vont être taxées. On voit alors des gens comme Le Bon Coin, Criteo qui sortent du bois en disant on est français et on est taxé. Et donc il va y avoir un effet négatif sur l'attractivité de la France.
Parce que faire ça seul, évidemment, d'autres pays vont en profiter. C'est ça qui est assez désespérant. Est-ce que la difficulté à mettre en place cette taxe au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, finalement, ça ne montre pas qu'aujourd'hui, les géants du numérique, eh bien, ils sont plus forts que les États? En Europe, en tout cas, c'est ce que ça a montré. Et puis, ils jouent. C'est du velours. C'est-à-dire que comme on a fait cette règle de l'unanimité fiscale, qui est absurde, il faut que tout le monde soit d'accord. Quand vous avez l'Irlande qui accueille Facebook, qui vient de créer un siège avec 5000 personnes, Google qui vient de racheter un quartier entier de Dublin, évidemment, le gouvernement irlandais voit ses propres intérêts et donc s'oppose à la règle européenne. C'est ça le problème, c'est que les GAFA jouent sur les intérêts particuliers des États et pour bloquer cette taxe. Plus le lobbying, on enquête justement en ce moment à Challenge sur le lobbying des GAFA, c'est absolument impressionnant. À Bruxelles, tout ce qu'ils déploient pour justement influencer les règles européennes, souvent, oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'ils sont souvent plus forts que les États. Ils y parviennent. Et du coup, est-ce que c'est un danger pour la démocratie, finalement, ce constat que les géants du numérique, eh bien, ils sont plus forts que les États? On voit que le danger pour la démocratie, il n'est pas seulement sur le côté fiscal, hein, il est aussi sur les fake news, la manière dont il régule les informations qui circulent, la manière dont il prélève les recettes publicitaires qui font qu'aujourd'hui les médias sont souvent en grande difficulté financière puisque ils captent une grande partie des flux. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'à la fin, les États ont quand même le dernier mot. Et c'est ce que Bruno Le Maire essaye de montrer, même s'il le montre avec des chiffres un peu ridicules, hein, 500 millions d'euros que va rapporter cette taxe, c'est assez peu par rapport aux 60 milliards d'euros que rapporte l'impôt sur les sociétés en France. C'est assez peu par rapport, on a fait une enquête dans l'Obs en janvier sur la contribution en France à l'impôt sur les sociétés françaises des grands groupes. Bon, on a les banques, les groupes comme Vinci, les groupes comme LVMH qui payent plus d'1 milliard d'euros. Et donc, on voit bien que ces géants, avec les bénéfices qu'ils font, pour certains, devraient payer beaucoup plus que ça. Donc, mais d'où ma question du début, hein, à laquelle que je posais à Thierry Fabre, mais qui n'a pas vraiment répondu. Est-ce que finalement on est plus dans la taxe symbolique que dans la taxe efficace? Pour moi, on est dans la taxe symbolique. Vous vous souvenez, il y avait ce directeur de campagne de Bill Clinton qui avait dit, pour expliquer les mouvements de l'opinion publique aux États-Unis en 92, it's the economy stupid. Et là, c'est un peu it's politics stupid. En fait, il n'arrive pas à faire une taxe économique vraiment efficace parce que tout seul, on ne peut pas y arriver, la France. Et donc, il fait une taxe très politique pour montrer que, si on n'a pas convaincu les Européens, l'Europe ne nous enlève pas notre souveraineté fiscale et qu'on ne reste pas inactif face à ces géants. Mais je pense que personne ne sera vraiment dupe et qu'il y a un petit problème dans cette taxe. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, qui n'a rien à voir avec les GAFA, c'est qu'elle est rétroactive. Et donc, on avait dit qu'avec ce gouvernement, ce serait la lisibilité fiscale, qu'il n'y aurait pas de mauvaises surprises, qu'il y aurait des perspectives à long terme. Et là, elle est rétroactive au 1er janvier. La cuisine fiscale à l'ancienne, avec une taxe rétroactive et en plus pas forcément bien ficelée juridiquement. Dernier mot, Thierry Fabre, on est dans la réponse politique, on est dans la réponse peut-être au mouvement des Gilets jaunes aussi, qui a pointé l'injustice fiscale. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il fallait la faire aussi en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acter l'échec européen qui va être acté la semaine prochaine, où il va y avoir un ECOFIN des ministres des Finances en disant chers amis, le 12 mars, on ne s'est pas mis d'accord et revenir à la maison sans rien faire. Donc là, Bruno Le Maire peut revenir à la maison en disant je fais quelque chose. Même si c'est symbolique, même si c'est imparfait, au moins il y a un État qui met en place cet acte. Et même si juridiquement, c'est vrai que c'est très contestable, bon, il y a au moins ce signal. C'est vrai qu'il valait mieux faire ça plutôt que de ne rien faire. C'est-à-dire, face à la délocalisation massive des profits de ces multinationales, on ne peut pas baisser les bras. Et donc, même si la taxe est imparfaite, au moins c'est un signal et une petite pression pour la grande négociation de l'OCDE dont on parlait, pour qu'elle accélère vraiment. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on a dans le viseur et il ne faut pas que ça mette des années. Alors, on va passer au deuxième thème de ce match des idées. On va continuer de parler de Bruno Le Maire, puisque on est toujours dans l'incertitude autour du sort de l'usine Ford de Blanquefort. 850 salariés concernés. Ford a refusé l'offre de reprise, mais a accepté de verser 20 millions d'euros pour la réindustrialisation du site. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire hier lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. On l'écoute. Ford va payer. Ford va payer ce qu'elle doit aux salariés, au site et au territoire. Ford paiera 20 millions d'euros pour la réindustrialisation du site. 20 millions d'euros, c'est 6 fois plus que les obligations légales de Ford. Ford paiera la dépollution du site.
et Ford a déjà annoncé un plan social de 169 millions d'euros, pour l'ensemble des salariés du site de Blanquefort. Sophie Ford a donc accepté la demande de Bruno Le Maire de verser ces 20 millions d'euros. Est-ce que c'est une petite victoire pour Bruno Le Maire ou c'est un lot de consolation dans ce dossier ? C'est forcément un lot de consolation. On ne peut pas se réjouir des 400 à 500 personnes qui risquent qui vont être licenciées dans cette affaire, même si j'ai bien compris, ils vont avoir 2 à 3 ans d'accompagnement, d'assurance chômage. Donc c'est un plan quand même qui a été bien défendu par les syndicats, bien ficelé, même s'il est encore contesté par la CGT. Mais bon, c'est forcément ce qui se passe est un pis-aller. Mais c'est pas tout à fait inintéressant parce qu'on a vu sur beaucoup d'autres sites industriels qui ont fermé que cet argent qui est affecté à la réindustrialisation, qui permet d'encourager de nouvelles activités, de nouvelles économies à s'installer sur place, c'est en général très bien utilisé, parfois pas utilisé en totalité parce que on arrive à recréer de l'emploi et à recréer une dynamique. Mais c'est une compensation qui a pas mal d'ancienneté parce que Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde l'avaient déjà mis en place, avaient déjà revitalisé et reboosté ce dispositif qui avait été créé par leurs prédécesseurs. Est-ce que Ford, comme Ascoval, quand même, ce n'est pas l'échec industriel de la politique de l'État ? Alors, c'est l'échec de l'industrie au niveau global. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué qui concerne l'automobile qui est sorti il y a quelques jours. C'est le déficit commercial automobile français. On importe beaucoup plus qu'on exporte de voitures à hauteur de 12 milliards. Dans les années 2000, c'était un excédent de 10 milliards. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en une quinzaine d'années ? Ça veut dire que le Made in France, c'est une véritable catastrophe. Donc, on a fermé des usines, comme on le voit à Bordeaux, mais on a aussi investi à l'étranger plutôt qu'en France. Et donc, la situation de l'industrie française, quand on regarde ce qui reste la part dans le produit intérieur brut, c'est une des plus faibles des pays de l'Union européenne. Donc, on a vraiment un problème industriel général. Et quand on voit bien que... Alors, l'État, il y a une nouvelle secrétaire d'État très dynamique, Agnès Pannier-Runacher, qui est partie pour essayer de relancer l'industrie. C'est très sympathique. Mais il faut qu'il y ait des mesures derrière. Et pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Il y en a une qui est demandée, d'ailleurs, par Bercy. C'est le fait d'exonérer des charges sociales au niveau des salaires beaucoup plus élevés que le SMIC, alors qu'en ce moment c'est concentré au niveau du SMIC, pour que les salaires industriels soient concernés. Donc ça doperait la compétitivité. Et vous voyez bien qu'en ce moment, politiquement, c'est extrêmement difficile de dire on va alléger les cotisations sociales des hauts salaires. C'est ce qu'avait proposé à l'époque Louis Gallois pour doper l'industrie. Mais il y a vraiment un décrochage industriel impressionnant. On se concentre sur Bordeaux. Évidemment, le drame humain est à Bordeaux. C'est un plan social difficile, mais on ne voit pas toutes les PME qui ferment ou toutes les usines qui sont implantées ailleurs alors qu'elles auraient pu être implantées en France. On va regarder ensemble une des images de cette journée. C'est la sortie de prison de Carlos Ghosn. Après plus de 100 jours de détention, l'ancien PDG de l'alliance Nissan-Renault a payé une caution de 8 millions d'euros. Il est sorti mais ne peut pas quitter le Japon et devra s'expliquer sur les accusations de malversation financière. Quel est votre sentiment en voyant ces images de Carlos Ghosn sortir de prison avec un masque ? Alors moi, au-delà de l'affaire, il y a des charges évidemment lourdes qui lui sont reprochées, mais au-delà de ça, j'ai une réflexion sur le système judiciaire japonais. J'ai vu que récemment, la Ligue, Fédération internationale des droits de l'homme, était intervenue pour dénoncer le système judiciaire japonais. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un, même s'il y a des charges lourdes qui sont retenues contre lui, rester plus de 100 jours en prison, ne pas avoir droit d'avocat, un avocat au début. On voit bien qu'il y a une pression pour le faire avouer. Il y a ce système judiciaire, c'est un autre monde par rapport au nôtre. On peut dire que dans le nôtre, on a été souvent très laxiste avec la criminalité en col blanc. Quand on voit ce qui se passe au Japon, c'est évidemment un autre monde, mais avec les excès. Sophie Fay. C'est vraiment une différence culturelle qu'on découvre à l'occasion de cette affaire qui est assez incroyable. Quand on discute avec les Japonais, ils ne sont pas tellement étonnés puisque eux ils considèrent que c'est normal que tant que la personne n'a pas avoué, elle risque de sortir de prison et détruire des preuves. Donc c'est normal que tant qu'elle n'a pas avoué, on ne la relâche pas. Et quand on parle avec des citoyens japonais, en fait, ils ne se sont jamais posé la question sur leur système judiciaire, c'est l'usage. Alors ils ont un avantage, c'est qu'ils parlent la langue, à la différence de Carlos Ghosn qui devait signer des aveux qu'il ne comprend pas. Et
Et cette affaire Ghosn, elle fait aussi réfléchir, peut-être pas tous les Japonais, mais en tout cas ceux qui sont en contact avec l'étranger et qui ont vu comment on réagissait, et à quel point on était à la fois absolument pas laxiste avec les excès de Carlos Ghosn, et que ça avait énormément choqué à l'étranger, mais en revanche, la manière dont il était traité en prison et le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence ne passait pas dans les pays occidentaux. Allez, pour terminer, on va quitter l'économie pour la politique avec un casse-tête de plus pour les Républicains, la composition de leur liste aux européennes. La commission d'investiture se réunit aujourd'hui, des candidats désignés mais pas d'ordre, avec néanmoins une épine dans le pied en moins. Elle se nomme Rachida Dati, elle renonce à Bruxelles pour se consacrer à Paris. Elle s'en est expliquée ce matin chez nos confrères d'RTL, on l'écoute. J'ai été confrontée à un choix. Et c'est vrai que j'ai choisi mon mandat de maire et j'ai choisi Paris. Et donc aujourd'hui, mon choix est très clair, parce qu'en politique, c'est comme dans ces combats, à un moment donné, il faut faire des choix, et il faut de la cohérence et de la clarté. J'ai envie d'être candidate à la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas satisfaits de leur vie. Je pense qu'il y a une alternative qui est possible. Je pense que la droite et le centre peuvent gagner Paris. Il n'y a pas de raison que je ne m'engage pas dans ce combat. Sophie Fay, le renoncement de Rachida Dati à être candidate aux européennes. Rachida Dati, c'est quand même une personnalité chez les Républicains. Est-ce que ce renoncement, c'est une victoire de Laurent Wauquiez ? Alors là, en tout cas, je vais dire presque, c'est une victoire pour le Parlement européen. Elle n'a pas été regrettée quand elle l'a quitté. Et je ne crois pas que qu'elle était attendue à Bruxelles ou qu'elle était attendue par les électeurs qui voulaient absolument que ce soit Rachida Dati qui les représente sur la liste. Non, je crois que pour Laurent Wauquiez, le problème, c'est surtout le manque d'adhésion, le départ de Jean-Pierre Raffarin, et puis le manque d'adhésion de Valérie Pécresse, qui soutient cette liste par fidélité et pas parce que c'est notre projet, quoi. Il y a peut-être un lien avec votre sujet précédent, puisqu'on a appris, grâce à l'Express, que Rachida Dati avait été rémunérée à hauteur de 600 000 € par Renault-Nissan pour ses conseils, alors qu'elle était au Parlement européen. Visiblement, elle n'a pas déclaré totalement ces sommes, notamment à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Donc c'est un renoncement forcé pour vous. Donc c'est peut-être un fardeau, et ça aurait été compliqué pour elle d'aller aux élections européennes. On lui aurait évidemment reproché cette rémunération. Donc c'est peut-être habile politiquement de dire allez, je passe mon tour et je me concentre sur Paris, mais il y a peut-être une histoire de gros sous derrière. Alors vous parliez, Sophie Fay, du départ de Jean-Pierre Raffarin, en tout cas de son adhésion au projet européen d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'après le départ, pour le coup, des Républicains d'Alain Juppé, on peut dire qu'Emmanuel Macron réussit son entreprise de division de la droite ? Elle est déjà bien engagée, mais là, effectivement, il la confirme. Il y a une logique en même temps. C'est pas vraiment une surprise que fait Jean-Pierre Raffarin. Quand vous regardez qui étaient ses conseillers à Matignon quand il était Premier ministre, ils sont presque tous au cabinet d'Édouard Philippe et dans l'entourage d'Édouard Philippe. Donc finalement, il y a une certaine cohérence dans tout ça, mais c'est vrai que ça radicalise d'une certaine manière la liste de Laurent Wauquiez. Et c'est un point qui est très intéressant parce que quand on regarde ce qu'est le parti conservateur au niveau européen, le PPE, il est complètement déchiré avec l'adhésion de certains conservateurs d'Europe de l'Est, en particulier des Hongrois et de Viktor Orban, qui ont des positions, des valeurs qui sont éloignées de celles de la droite traditionnelle européenne. Et ils sont eux-mêmes en plein débat, eux-mêmes tirés vers leur droite. Et ils vont peut-être avoir plus de mal dans l'avenir à faire alliance avec les libéraux qui seront évidemment plus proches de ce qu'est La République En Marche. Un mot rapidement. Oui, c'est fascinant de voir à quel point Emmanuel Macron continue d'occuper l'espace politique central. C'est-à-dire de voir avec ces européennes, de voir sa percée, sur la droite évidemment avec la prise de Raffarin, mais à gauche, quand on voit l'émiettement de la gauche aux européennes et donc leurs hésitations vis-à-vis de l'Europe, on sent bien qu'une partie des électeurs de gauche sociaux-démocrates vont aussi aller sur la liste En Marche. Donc après 2 ans de pouvoir et toutes ces difficultés, c'est assez fascinant de voir à quel point il occupe encore l'espace. Sur le site de l'Obs, Pascal Durand, qui était Europe Écologie Les Verts, explique pourquoi lui, il rallie la liste d'Emmanuel Macron, la liste La République En Marche pour les européennes. Eh bien, on suivra tout ça sur le site de l'Obs, notre partenaire le mercredi pour On va plus loin. Merci Sophie Fay, merci Thierry Fabre de Challenge d'avoir été avec nous pour ce match des idées ce soir. Le défi de la radicalisation en prison, c'est le thème de notre grand débat au lendemain de l'agression de 2 surveillants par un détenu radicalisé dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Des blocages ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs prisons françaises. Les surveillants s'inquiètent pour leur sécurité et dénoncent un manque de moyens. Louis Duménil.
C'est une agression qui pointe les faiblesses du système pénitentiaire. En conséquence, dès mardi soir, une centaine de personnes s'est rassemblée devant la prison de Condé-sur-Sarthe, là où les 2 surveillants ont été attaqués. Suite à un appel des syndicats, ce sont jusqu'à 18 établissements bloqués mercredi. Une mobilisation pour soutenir, mais surtout pour rappeler les conditions difficiles de la profession. Agression, il y en a eu 3 hier. 2 collègues à Condé, un Château-Thierry qui a été lui aussi égorgé, 13 points de suture. Donc c'est tous les jours. Tous les jours, on a des collègues en France qui tombent sous le coup de détenus violents. Donc il faut s'occuper de ces détenus violents. C'est pas toute la population pénale, loin de là. Ils sont pas si nombreux que ça. Simplement, il faut mettre des structures adaptées avec du matériel. Une nouvelle forme de violence liée aux individus radicalisés. C'est le cas de Michael Chiolo, condamné entre autres pour apologie du terrorisme, mais qui ne faisait pas partie des détenus du quartier de prévention de la radicalisation de la prison. Un système encore en rodage. Il nous faut comprendre pourquoi, alors que l'on disposait de données de services de renseignement, pourquoi ces données n'ont pas été utilisées pour affecter ce personnel, ce détenu, dans l'un des quartiers d'affectation qui aurait pu mieux le prendre en charge. Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir accès à une unité de vie familiale? Pourquoi est-ce que l'ensemble de ce drame s'est produit? Autre revendication, accentuer le contrôle des visiteurs. Seuls des détecteurs de métaux sont à disposition, insuffisant quand on sait que le couteau utilisé par l'assaillant était en céramique. Le gouvernement se dit ouvert aux propositions. Le président de la République l'a rappelé, en matière de mesures à imaginer ou de mise en place de nouveaux dispositifs, il n'y a pas de tabou et c'est évidemment à l'écoute des personnels pénitentiaires que doit aussi pouvoir se construire cela. 1 an après une attaque de surveillants par un djihadiste à Vendin-le-Vieil, l'histoire se répète. Une enquête a été demandée par le ministère de la Justice. Et pour ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. Sylvie Goy-Chavent, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de l'Ain, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Et vous êtes également co-auteur d'un rapport, Menaces terroristes pour une République juste mais plus ferme, publié en 2018. Bruno Kettel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de l'Eure, membre du groupe d'études Prison et conditions carcérales. Wissia Kies, bonjour, sociologue spécialiste de la radicalisation. Et enfin Philippe Kuhn, bonjour, délégué régional du syndicat pénitentiaire des surveillants. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors c'est vrai que cette attaque terroriste, eh bien, elle a mis en lumière les failles dans la sécurité des prisons en France. Est-ce qu'aujourd'hui, Sylvie Goy-Chavent, on peut dire que les prisons françaises, elles ne sont pas sûres? Alors, moi, je dirais pas elles sont pas sûres. Je dirais ce sont des passoires. Et on peut rentrer n'importe quoi dans une prison. On peut jeter des téléphones portables par-dessus les murs, rentrer tout ce qu'on veut. Les fouilles ne sont pas obligatoires. Donc voilà, que vous dire d'autre? Les surveillants sont en grand danger permanent. Alors, j'ai envie de dire, ils sont en danger dans la prison, parce qu'il peut y avoir un couteau fait avec n'importe quoi, une arme faite avec n'importe quoi, ou rentrer de l'extérieur. Et ils sont aussi avec leur famille en danger à l'extérieur. Donc voilà, il y a plusieurs sujets qu'il faudra aborder. En tout cas, il est complètement inadmissible que des gens qui sont des délinquants très durs puissent encore avoir accès à aux mêmes droits que d'autres plus légers. Enfin, je pense qu'il y a un moment, il faudra être sévère. C'est vrai qu'hier, on a été quand même tous surpris, nous, d'apprendre certaines choses qu'on peut qualifier clairement d'anomalies. On en a listé certaines, on va les regarder ensemble. Alors, pas de fouilles pour les détenus, sauf en cas de présomption d'une infraction ou d'un comportement qui fait craindre un risque. Pas de fouilles au corps pour les visiteurs. Et les alarmes des appareils de détection d'objets métalliques qui ne résonnent pas quand il s'agit d'un couteau en céramique. Bruno Kettel, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment c'est possible? Alors malheureusement, la question de la céramique, elle est technique. Elle n'est pas politique. Et d'ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'il existe des détecteurs de céramique. C'est d'ailleurs pour ça que la compagne ou épouse de ce djihadiste terroriste est rentrée avec un couteau de cette matière. Maintenant, d'où l'intérêt peut-être de fouiller. Mais d'où l'intérêt de fouiller. Ou peut-être aussi, moi je serais plutôt favorable à ce qu'on réfléchisse très sérieusement à la question du droit d'accès au lieu de vie familial aux détenus radicalisés ou djihadistes. Quoi. On va revenir. Je crois vraiment que le sujet il est là. On va revenir sur cette question, mais faut peut-être les deux. Sylvie Goy-Chavent parlait de passoire. Philippe Kuhn,
On a vu. Pas très respectueux pour les personnels de dire que les prisons sont des passoires, je trouve. Vous trouvez que c'est pas respectueux? C'est pas de leur faute. Non, c'est pas respectueux. Déjà, d'une, ce sont des véritables passoires. Ça, je confirme tout à fait ce que vient de dire la sénatrice. Tout d'abord, avant de commencer à parler du sujet, j'aurais aimé avoir une pensée émue pour nos collègues. Bien sûr. Qui ont été meurtris dans leur chair. Et j'ai une petite pensée aussi pour leur famille. Voilà. C'est un petit peu difficile d'en parler parce que actuellement. On comprend votre émotion. Voilà. Pour revenir un peu sur les prisons passoires, bah oui, effectivement, nos prisons sont des passoires. Et c'est pas d'aujourd'hui, puisque la parole m'est donnée, c'est parfait. Je vais en profiter pour dire que notre syndicat pénitentiaire des surveillants, on représente que les surveillants. En général, c'est ceux qui sont en première ligne de mire. C'est ceux qu'on envoie bien souvent au casse-pipe avec des détenus dits radicalisés. Donc je voudrais faire une petite parenthèse parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Vous voyez, on a parlé d'il y a un an, mais c'est pas d'il y a un an, ça fait depuis 4 ans. Depuis plus de 4 ans, notre syndicat n'arrête pas de dénoncer que la montée de la puissance des réseaux radicalisés en prison, les détenus se violentent de plus en plus. C'est-à-dire que là, on revient par exemple sur l'année dernière, il y a des événements graves où il y a eu un mouvement solidaire d'une centaine d'établissements qui ont bloqué les accès aux établissements. On revient sur les agressions de Vendin-le-Vieil, les tentatives d'assassinat sur nos collègues de Borgo. On nous avait fait des belles promesses. Ces promesses-là, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'elles ne servent à rien. On n'a rien vu venir. Ça fait 14 mois exactement. Hier, on apprend encore que nos collègues à Condé-sur-Sarthe manquent de mourir sur les coursives. Pour un détenu radicalisé sans foi ni loi qui a envie de tuer du surveillant, parce qu'ils ont envie de tuer du surveillant sur les coursives, il faut le dire. Comme disait Madame la sénatrice également, à l'extérieur, on craint pour nos vies, pour nos familles. Pour nos familles, on a des pressions et des menaces verbales et des menaces physiques qui s'exercent sur les personnels au quotidien. Donc je peux vous dire que depuis des années, rien n'a changé. Il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Mais il faut déjà commencer par nous donner les moyens déjà humains. C'est-à-dire humain, de recruter. On recrute à 2 de moyenne. Vous trouvez ça normal qu'à l'heure actuelle on recrute 400 postes cette année, monsieur. Oui, on recrute 400 postes, oui, cela dit, mais à 2 de moyenne, monsieur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. 400 postes, c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Mais combien de pertes de personnes qu'on a? On a environ 10% à chaque fois à la sortie d'école qui démissionnent. Qui démissionnent parce qu'on envoie des jeunes agents casse-pipe dans les... Mais que la profession soit en crise, on est tous d'accord. Ah oui, non, mais moi, je vous confirme. Moi, je suis rapporteur budgétaire depuis 2 ans sur ce sujet et je mesure les choses. Et on les mesure tous sur le manque d'attrait de la profession, la difficulté d'exercice de celle-ci et la question de la catégorie C qui fait partie de vos revendications et qui ne peut pas être réglée en un claquement de doigts. Après, il y a la dureté quotidienne du métier que vous évoquez. Dans ma vie professionnelle, j'ai été confronté moi-même, puisque j'étais avocat, donc je connais le sujet. Maintenant, la filière djihadiste, c'est les buts de Chaumont, c'était les années 2000. Ça fait donc 10-15 ans, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, à peu près que les choses auraient dû être faites. Elles ne l'ont pas été. Aujourd'hui, on est face à un acte de guerre. Ce qui s'est passé, c'est un acte de guerre. Un acte terroriste, c'est rien d'autre qu'un acte de guerre. Donc, bien évidemment, solidarité totale et compassion avec les personnes agressées, leurs familles. Bien évidemment, solidarité avec ces personnels qui exercent des fonctions très difficiles. Mais maintenant, il faut qu'on se pose et qu'on prenne des mesures, après réflexion et sérénité, qui fassent que cela ne soit plus possible. Mais on va parler des djihadistes et de cette radicalisation, mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur le thème de la sécurité. Est-ce que, Sylvie Goy-Chavent, c'est dû à un manque de moyens ou c'est dû à une législation trop permissive? J'ai envie de dire les deux, parce que évidemment, il y a un manque de moyens. Monsieur Kuhn l'a dit, il y a un problème. On a beaucoup de démissions. On a des gens qui partent à la retraite. Alors oui, c'est vrai, on peut en faire rentrer 400, mais je voudrais savoir à terme combien il en restera. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a un problème de formation, il y a un problème de rémunération, parce que quand vous démarrez votre carrière à 1 400 € pour aller prendre des risques, vous n'avez même pas un taser pour éventuellement remédier à une attaque, vous êtes tout seul ou presque en face de personnes qui n'ont plus rien à perdre, comme la personne d'hier n'avait plus rien à perdre. Et oui, il y a une radicalisation énorme en prison, et j'en profite pour le dire. Et là, il y a un manque de moyens aussi. Alors on nous dit il y a les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Certes, ils y restent 4 mois, mais il n'y a pas de suivi derrière. Qu'est-ce qui se passe après les 4 mois? Les surveillants n'ont pas de retour. Oui, il y a des vidéos, mais on n'a pas le son, c'est interdit. Il y a des tas de choses comme ça. Alors, la prison doit rester une punition. J'ai envie de dire ça. Bien sûr on est dans un état de droit, bien évidemment. Mais il y a un moment, il faudra aussi prendre
en considération la radicalisation énorme qu'il y a en prison. Il y a quelques années en prison, le soir, à l'extinction des feux, je ne l'invente pas puisque c'est dans mon rapport, lorsqu'on a fait cette commission d'enquête, que nous avons eu cette remarque. Le soir à l'extinction des feux, il y a quelques années en arrière, c'était le brouhaha, la musique, les cris, les chants. Maintenant, le soir à l'extinction des feux, c'est le silence. C'est le silence et c'est pas neutre. La décoration dans les prisons, avant, c'était les calendriers Pirelli et j'en passe. Aujourd'hui, c'est la photo de la mosquée, les horaires de la prière et la djellaba. Je crois qu'il y a un problème de fond de prosélytisme religieux en prison qui va très très loin. Oui, Sakias, sur cette question, sur ce que nous décrit Sylvie Gouache-Avant. On dit beaucoup de choses. On parle à la fois de la sécurité et du droit de culte. Parce qu'on a peu de temps pour parce le dire. qu'être musulman en prison, c'est un droit. Et c'est pas évidemment. ça le problème, je évidemment. pense. Je reviens simplement. Quel est le problème Déjà, Michel Foucault, Évidemment. dans les années 70, dans Surveiller et punir, expliquait la violence structurelle de cette institution-là. Et évidemment, on parle des surveillants uniquement lorsqu'il y a des radicalisés, je dis bien des radicalisés potentiels, puisque lui est un détenu de droit commun. Il est incarcéré pour des faits de droit commun. Donc ce n'est pas du tout un retour du djihad, etc. Ce n'est pas un djihadiste en soi. Bon, il va y avoir une enquête, on verra très bien. Des Il a quand même crié à violents. la Akbar. Hein. Oui, mais bon, vous savez très bien que ce n'est pas suffisant. N'importe qui peut crier. Je dis simplement qu'on parle des conditions de travail des surveillants uniquement lorsqu'il y a des passages à l'acte d'individus qui sont effectivement incarcérés pour des faits terroristes ou qui sont potentiellement radicalisés. On parle des conditions de travail des surveillants uniquement dans ces cas-là. À Béziers, au centre pénitentiaire de Béziers en décembre, des surveillants ont été agressés par un détenu de droit commun. On n'en a pas entendu parler. Voilà. Donc c'est un moyen effectivement pour les syndicats de surveillants d'obtenir plus de moyens, mais ce ne sera pas suffisant. Plus de surveillants, ce ne sera pas suffisant. La question du nombre de places en prison que la garde des Sceaux, que le gouvernement actuel est passé de 15 000 à 7 000 seulement de création de postes, de places, de cellules supplémentaires. Lorsque le gouvernement précédent avait proposé l'augmentation de 15 000. C'est un scandale. Alors, 7 000 seront effectivement créés durant le quinquennat, mais 8 000 seront lancés durant le quinquennat. En tout cas, c'est l'engagement de Nicole Belloubet. À 7 000. Et la question de la sécurité, je suis désolée, elle existe depuis bien plus de 4 ans. Elle existe depuis que la prison existe. Afin qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, je voudrais quand même bien dire que, bien évidemment, la question de prier n'importe quelle religion en prison n'est pas la question. Alors vous ne pouvez pas mélanger la question du culte, c'est la radicalisation fondamentale dans les lieux privés de liberté. Tout à l'heure. Alors, pas caricatural, c'est pas la même chose. Sauf que si vous prenez le temps de lire le rapport, je ne généralise pas du tout. Je fais avoir un calendrier. Alors, expliquez-vous peut-être. Visiblement, ça n'a pas été clair. Après, parfois, c'est un droit, certes, mais je pense que prier dans sa cellule est un droit. Mais aller au culte musulman est un droit. Mais évidemment, on peut prier et écouter de la musique. Faire des appels à la prière, par contre, aux fenêtres. On peut prier et écouter de la musique. C'est un problème, effectivement, de tapage, comme écouter de la musique à fond est un tapage, diurne ou nocturne. Le problème, c'est le salafisme en prison. C'est bien ça le sujet. On est d'accord. Alors là-dessus, on sera peut-être d'accord ou pas. En attendant, la question, c'est le salafisme en prison. C'est l'extrémisme religieux en prison. Et là, on n'est pas en train de parler de... Mais qu'est-ce que proposent les prisons? Quelle activité? Quelle prise en charge? Vous-même, vous dites qu'il existe des quartiers d'évaluation, 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait sur des personnes qui sont condamnées sur des longues... La déradicalisation n'existe pas. Qu'est-ce que ça n'est pas possible. Ça demande du temps. Le désengagement de la violence, ça demande du temps pour évaluer. Il y a d'autres les sénateurs expériences qui ont été tentées ne sont pas concluantes. Évidemment, ça demande du temps en fait. On va revenir sur cette question de la déradicalisation, mais avant, on a peut-être envie de vous entendre, Philippe Kuhn. On a entendu Sylvie Gouache-Avant, on a entendu Wissakès, mais vous qui vivez ce quotidien, racontez-nous comment vous gérez ces détenus radicalisés. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec peu de surveillants. On travaille en mode dégradé en permanence au quotidien. Vous avez une coursive, je vais prendre l'exemple de la maison d'arrêt de Villepinte, parce que voilà, j'y exerce, 1100 détenus pour 580 places, le même effectif de surveillants pour 277 surveillants pour gérer un effectif qui est à 200%. Comment on peut faire? C'est sûr. Comment on peut faire? Quand vous avez des agents, qu'est-ce qu'ils font les agents au bout d'un moment? Ils sont épuisés. Madame Belloubet qui dit que les surveillants gagnent 2100 € en début de carrière, je voudrais bien qu'on m'explique là. À moins de faire une centaine d'heures supplémentaires, c'est complètement hallucinant. Quoi. Je veux dire, il faut arrêter. Au bout d'un moment, là c'est le syndicat que je représente, c'est des surveillants. Les syndicats, on se dit, faut arrêter à un moment donné. On a des surveillants en colère. Les surveillants sont plus qu'en colère parce qu'on ne nous écoute pas. Des solutions, on en a. On en a proposé. Je vous dis, ça fait plus de 4 ans qu'on en propose. Le taux de suicide des surveillants est extrêmement important. Tout simplement pour vous dire, madame, que j'ai un collègue qui s'est suicidé l'année dernière.
Un jeune collègue de 25 ans, on a autre chose à faire que de se suicider. Et je parle d'un collègue, mais il y en a plein au fil des années. On tait, personne ne dit rien. Voilà, on parle des suicides des détenus en prison, je le regrette, mais il faut parler aussi un peu des personnels qui se suicident au quotidien. C'est un métier très dur. Bruno Kettel, je vais peut-être vous laisser répondre. Vous représentez la majorité présidentielle sur ce plateau. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez Philippe Kuhn, le gouvernement ne nous écoute pas? C'est pas vrai. Je comprends la colère, l'exaspération. L'énervement. Objectif. Non, mais ça fait longtemps que ça dure. Écoutez, alors si ça fait longtemps que ça dure, vous êtes aussi un peu concerné, parce que ça fait plus de 10 ans que ça dure. Sauf que depuis mon rapport, il ne s'est rien passé. Donc depuis 15 ans. On dirait même une trentaine d'années. Ah oui, 30 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur. Donc moi je suis parlementaire depuis 18 mois, pas depuis plusieurs mandats. Le gouvernement actuel est revenu en arrière sur des propositions qui étaient tout à fait intéressantes. Non. Alors je vais répondre sur le nombre de places de prison, parce qu'on peut toujours promettre 15, 20 000 places de prison, sachant qu'on les fera pas. Nous, on a souhaité s'engager sur un nombre de places de prison qui seront effectivement réalisées et on pourra le constater à la fin du mandat. Et créer aussi des unités opaques pour les radicaliser, les retours de djihad, c'est ce que la garde des Sceaux a dit récemment. Est-ce que vous croyez réaliste? J'ai l'impression d'être sur BFM là. Non, mais écoutez, Bruno Kettel, allez-y, parlez. Si je peux finir mes phrases, j'en serais. Écoutez, je suis resté correct, donc je le suis aussi. C'est limite. Maintenant. La majorité, le gouvernement, l'exécutif, mais moi j'ai envie de dire c'est la France qui est concernée aujourd'hui. C'est la communauté nationale qui doit se sentir concernée. Et les décisions à prendre, elles doivent être le plus large possible pour que justement il y ait un large rassemblement pour prendre des mesures, y compris les plus difficiles ou, je dirais, sécuritaires possibles. Parce que non, ça ne doit pas se reproduire. Non, un détenu djihadiste radicalisé, fiché S ou autre, ne doit pas être en mesure de réitérer ce type d'actes ce sont des actes de guerre et rien d'autre que des actes de guerre. Donc bien évidemment qu'il faut prendre toutes les mesures adaptées. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est très difficile. Ce serait quoi ces mesures? Attendez, c'est très difficile la détermination et vous savez très bien que ces gens sont très habiles pour parfois dissimuler leur appartenance à la religion, leur radicalisation. Très habiles et très nombreux. Très habiles et très nombreux, mais vous écoutez, c'est 100% des détenus. Heureusement que vous êtes centriste, parce que parfois j'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un du Rassemblement national face à moi. Mais sur le fond, il faut se donner le temps. Il faut se donner les radicalisés. Il faut oui, mais alors, pour le coup, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est surtout le sujet aussi, c'est la préventive. La détention provisoire, un nombre extrêmement et trop important de personnes placées en détention provisoire. Enfin, c'est quand même vous qui voulez faire revenir les djihadistes de... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été annoncé. Alors, c'est pas ce qui a été dit. On va revenir un petit peu plus tard sur ce sujet du retour des djihadistes. Et vous le savez très bien. Et d'habitude, c'est le Front National qui tient ce genre de discours. Bien sûr. Donc la question de la détention provisoire ne se pose pas comme en fin d'année. Il s'agissait aussi d'une maison centrale. Donc il n'y avait pas de mandat de dépôt ou de... Non, mais on parle des prisons en termes généraux. On ne parle pas que de celle de Condé. Là, précisément, je pense pas que monsieur il est délégué syndical national. On va parler de l'évaluation de cette radicalisation. On a parlé des quartiers. On a parlé des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Je vais y arriver. Ils ont été créés sous le quinquennat précédent. Ils ne sont pas efficaces, c'est ça? C'est-à-dire que c'est très bien l'idée de placer des gens pendant 4 mois maximum en leur faisant passer des tests, etc. Mais quand on s'est rendu, nous, dans des prisons, on nous a expliqué qu'en fait, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas débiles, et donc ils s'adaptent. Ils sont très gentils, ils sont très polis, etc. Mais il faut savoir quand même, quand ils arrivent, ils se connaissent tous. Il y a une porosité à l'intérieur de tout ça. Alors voilà, il y a des choses à apporter. Je crois qu'il faut écouter les personnels qui travaillent dans les prisons parce qu'ils ont des idées. Ils savent comment il faut travailler sur ces sujets-là. Et il faut arrêter de faire des cataplasmes sur des jambes de bois. Il y a un moment, on va mettre 20 personnes pour une prison qui en compte combien de détenus 1000, on va mettre 20 personnes dans un caire pendant 4 mois. Alors, vous parlez de cette porosité, ça pose la question de l'isolement de ces détenus. Je voudrais juste qu'on regarde, parce que le Sénat a beaucoup travaillé sur ces questions. On va juste regarder ce que disait Esther Benbassa, sénatrice, qui a travaillé sur ces questions. C'était en février 2017. On ne peut pas réunir les gens qui pensent de la même manière. Vous allez créer une sorte de bouillon qui va continuer à faire marcher la machine idéologique. La seule solution pour vous, Philippe Kuhn, des unités dédiées. C'est pas la même chose que les quartiers d'évaluation. Ça pose la question de cet isolement, de cette porosité. Est-ce que la seule solution pour vous, c'est l'isolement? Écoutez, à l'heure actuelle, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, on est tous pris de court. On a vu ce que ça a donné avec les UPRAT. Quand à Oni, on a vu ce que ça a donné. On a un collègue qui a failli mourir sur la coursive, transpercé par la gorge par un objet contondant. Donc jusqu'à présent, après, on nous sort des quartiers, on nous met des quartiers. Nous, ce qu'on veut pas, c'est
Pas de quartier, ils ne sont pas étanches, il n'y a rien qui est étanche au sein des détentions. Ils arrivent à communiquer, ils trouvent toujours un système pour communiquer. Nous, ce qu'on veut, c'est des établissements qui soient dédiés à ce genre de personnes. Exactement. Voilà. Il faut des établissements qui soient adaptés au niveau sécuritaire. Et il faut bien sûr aider à la réinsertion là-dessus, on n'a jamais été opposé. Mais la réinsertion, elle a ses limites. Quand déjà on n'est pas capable d'assurer la sécurité au sein des détentions, au bout d'un moment, il faut remettre de l'ordre dans les détentions. Il n'y a plus d'autorité. Les surveillants n'ont plus aucune autorité sur les coursives. Ça, il faut le savoir. On a acheté la paix sociale. Les gouvernements qui se succèdent, puisque monsieur, vous en parliez, je vais enchaîner, parce que ça fait des années que ça dure. Il ne se passe rien. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans la pénitentiaire. J'ai vu tout péricliter de pire en pire depuis ces dernières années-là. Je vous dis, j'ai parlé de 4 ans tout à l'heure pour l'effet de radicalisation, parce qu'on est au plein cœur depuis 4 ans au sein de la radicalisation. C'est vraiment... L'administration pénitentiaire, depuis bien longtemps, oui, bien sûr, tout à fait. Mais on est passé à une autre phase où on veut tuer on a tué des policiers, on veut tuer des surveillants. Au quotidien, on est en train de lutter pour notre vie. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter pour 1 450 € de début de carrière de manquer de se faire tuer. C'est inadmissible. Donc au bout d'un moment, on aimerait, en tant que l'organisation syndicale que je représente, le SPS, on aimerait qu'on nous écoute. Des propositions sont faites. On a dit, il suffirait simplement, par exemple, de penser à l'APJ, de donner des pouvoirs aux agents pénitentiaires. Ça serait de faciliter le lien avec l'OPJ. APJ, agent de police judiciaire, en lien directement avec le procureur de la République par le biais de l'officier de police judiciaire. On pourrait faire des contrôles d'identité sur les domaines pénitentiaires. Oui, à l'heure actuelle, on pourrait faire. Mais alors pourquoi, Bruno Kettel, on ne met pas en place toutes ces propositions? Est-ce qu'il y a aussi peut-être un blocage de l'Union européenne ou pas du tout? Pour partie, il y a des règles effectivement de l'Union européenne qui s'imposent et qui, je vous rappelle que la France, et je ne discute pas, c'est un constat, la France a été condamnée plusieurs fois par les instances européennes et notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. Par la Cour européenne des droits de l'homme. Non, mais je dis monsieur, c'est un constat. Je ne dis pas c'est... Quel que soit le gouvernement, la France a été condamnée. Et il y a des règles européennes, on est dans ce cadre-là, on verra, il y aura des élections européennes, je ne sais pas ce qu'il adviendra, même si j'ai des aspirations personnelles, mais je veux dire, la question européenne et du droit européen qui prime sur le droit français, et ma collègue sénatrice ne me démentira pas, enfin j'espère, elle s'impose à tous. Maintenant, donc il faut adapter la législation aux normes européennes, et c'est ainsi. Après, il y a des propositions françaises qui sont parfois un peu... Après, il faut sortir... il faut respecter l'individu incarcéré dans sa dignité. Comment vous le respectez? Attendez, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Après, lui doit s'inscrire aussi dans un cadre de réinsertion. Il faut individualiser le plus possible le traitement des personnes incarcérées. Donc il faut travailler sur la préventive que j'évoquais tout à l'heure. C'est un système très lourd. 3 détenus dans 9 mètres carrés, vous trouvez ça normal, vous? Mais bien évidemment que non, Comment monsieur. Comment voulez-vous faire de la réinsertion quand on n'est même pas capable d'accueillir les gens correctement? Bien évidemment que non. Mais maintenant, si le taux de personnes incarcérées, il croît de jour en jour, pour pas dire, enfin, c'est une donnée, c'est statistique et c'est un constat. Maintenant, c'est une évolution de la société qui ne peut pas se résorber. Les conséquences de celle-ci en matière carcérale ne peuvent pas se résorber en un claquement de doigts, ni en effet d'annonces qui ne sont pas suivis d'effets. Maintenant, l'individualisation est, je crois, la seule solution pour permettre un suivi le plus fin possible des profils, pour détecter le cas échéant le versement dans la radicalisation religieuse, quelle que soit la religion, etc. etc. Mais tout ça, c'est très compliqué, vous le savez très bien, et ça ne peut pas, par des incantations, se régler du jour au lendemain, malheureusement. Sylvie Goy-Chavent, il nous reste 1 minute. Et pour conclure, est-ce que vous diriez qu'il faut de nouvelles lois pour résoudre ces problèmes de sécurité, de radicalisation, ou que les lois existent mais qu'elles sont mal appliquées? Moi, je pense que la situation, elle évolue extrêmement vite. On n'a pas abordé beaucoup les revenants djihadistes qui vont sans doute arriver sur le territoire français. Il y a énormément de femmes. Il faut savoir que c'est pas vrai, Bruno Kettel. Il faut savoir que les accueillir, et c'est ça. pour ceux-là qui ne reviendront pas. Alors, il y a des femmes qui reviennent. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je voudrais juste finir. Si des femmes, une agression d'un radicalisé, vous pensez réellement que le gouvernement va accepter le retour des djihadistes? Alors, moi, le président de la République a été très clair. Je suis d'accord avec vous, je l'espère. En attendant, les femmes aujourd'hui, quand elles reviennent, il y en a déjà qui sont revenues, et les chiffres peuvent être trouvés partout. Les femmes, lorsqu'elles reviennent, il n'y a pas de quartier d'isolement, il n'y a pas de quartier d'évaluation de la radicalisation pour les femmes. Elles sont au milieu des autres et elles sont parfois beaucoup plus dures que les hommes. Donc je crois qu'il y a en effet des choses qui doivent évoluer. Oui, on doit faire évoluer, bien sûr, la loi si c'est utile. Et je pense qu'il faut le faire avec les professionnels qui travaillent auprès des détenus et en même temps mettre les moyens
financiers pour construire éventuellement des prisons dédiées, mais vraiment dédiées. Et également, c'est la fin. Je sais, désolée, c'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. On aura l'occasion d'en reparler. 25 ans, même s'ils sont condamnés à 10 ou 20 ans, c'est fini. Ils sortent. C'est fini, oui, Siakès. On aura l'occasion d'en reparler demain. Je rends les clés d'OVPL à Rebecca Fitoussi. Nous, on se retrouve à 8h pour Territoire d'Info. L'invité sera Franck Riester, le ministre de la Culture. À demain. Très bonne soirée sur Public Sénat.